Écoutez, bonjour à tous. Bonjour Domiti, bienvenue. Salut Benjamin, merci. Ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Revenus et Causes. Et aujourd'hui, on va prendre un angle un peu différent de nos épisodes habituels. On a reçu depuis le début de ce podcast pas mal de CEO, de CRO, de CEO pour se concentrer sur des sujets de croissance, d'organisation d'équipe et de stratégie commerciale. Mais j'ai voulu t'inviter, Domiti, donc toi tu es CMO de Lemlist, on y reviendra après. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que le marketing est devenu du coup un département revenu à part entière et que l'alignement marketing et sales est devenu surtout l'un des leviers fondamentaux des organisations revenus modernes et efficaces. Et toi, Domiti, tu as un peu cette expérience rare d'avoir navigué entre deux mondes. Tu as construit une équipe marketing de zéro dans une vie passée, dans un environnement sales-led, donc notamment chez PlayPlay. Puis tu as rejoint Lemlist, une scale-up mature avec une approche plutôt product-led grosse, avec une marque très forte. Et c'est cette double casquette là qui va te donner une perspective unique, je trouve, sur les défis marketing à chaque étape de croissance. Et c'est ce qu'on va un peu creuser aujourd'hui. Donc au programme rapidement, on va voir ensemble comment structurer une équipe marketing en hyper-croissance, les implications concrètes d'un switch entre une organisation sales-led et plutôt product-led, donc portée par le commerce ou portée par le produit. Et surtout, sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement et me passionne aussi, c'est comment transformer le branding en véritable canal d'acquisition mesurable. Donc, merci encore une fois d'être là, Domiti. Je te laisse te présenter rapidement et Lemlist également. Avec plaisir. Écoute, on va essayer de faire tout ça. Donc, Domiti, 35 ans. Ça fait 12 ans que je fais du marketing dans la tech et dans le B2B. Et comme tu l'as très bien résumé, d'abord dans des structures 100% sales-led, où effectivement j'ai pu construire des équipes marketing et une motion marketing de zéro, en étant d'abord head of de moi-même et ensuite en faisant grandir une équipe en passant de la série A à la série B. Puis récemment arrivé chez Lemlist du coup en septembre, donc voilà, ça fait bientôt un an, pour du coup aider dans cette structuration de la boîte qui va passer effectivement d'une motion 100% self-serve à une motion un peu hybride, qu'une partie du revenu qui va être maintenant drivée par des équipes commerciales, et dans une boîte qui est bootstrap, une motion un peu différente avec notamment une partie du revenu de l'acquisition qui est beaucoup drivée par la brand. Voilà. Et du coup, je prends peut-être Lemlist en deux mots pour ceux qui connaissent pas. Avec plaisir. Donc Lemlist, c'est tout simplement une solution de prospection pour les équipes commerciales qui permet de générer un maximum de rendez-vous qualifiés et donc d'accélérer le revenu qui vient de l'outbound via notamment des campagnes multicanales et de l'enrichissement de leads, le tout bien connecté avec le CRM. Outil qu'on déploie très régulièrement en tant que RevOps qui se respecte, donc très très cool comme solution et nous on aime vraiment bien le déployer chez pas mal de nos clients qui l'ont souvent d'ailleurs déjà avant qu'on arrive. Ouais, les équipes RevOps effectivement qui sont souvent très impliquées dans les discussions. Dans le setup de tout ça et l'intégration au CRM. Donc je l'ai dit un peu en intro, on va commencer par les sujets un peu d'organisation et de structuration d'équipe marketing. Je trouve ça toujours intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là de comment organiser un peu ces équipes marketing en fonction des différentes phases de croissance. Donc très intéressé d'avoir un peu ton feedback là-dessus. Toi, quand on a préparé ce podcast, voilà, tu m'as dit que structurer une équipe, c'est quand même le premier défi des Head of Marketing. Toi, tu as vécu les deux, tu as construit une équipe de zéro. Maintenant, tu es chez Lemlist, tu es arrivé, il y a une équipe déjà en place. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on structure son équipe en fonction de ces stades-là ? En fait, je t'ai proposé cette thématique parce que c'est souvent la première question qu'on me pose quand on me contacte sur LinkedIn. Quand je dis on, c'est plutôt les CEO qui vont poser ces questions. C'est par quoi je commence, que ce soit en termes d'opération, mais forcément ça passe aussi par la question du recrutement. Quel profil je dois recruter en premier pour structurer mon équipe marketing. Et du coup, la réponse... Qu'est-ce que je vais dire? En général, qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit ça dépend. Mais non, mais j'ai évidemment réfléchi à comment je pouvais structurer un peu des éléments de réponse. Bon, déjà, je profite d'être là pour faire un petit disclaimer si tu m'autorises, Benjamin. Avec plaisir. C'est qu'il faut arrêter de chercher la licorne. Tu vois, le profil qui sait faire aussi bien des ads sur Meta, que de prendre la parole sur LinkedIn et de gérer des events, le tout à 40K. Moi aussi, je veux manger du Nutella et ne pas grossir, mais ce n'est pas possible. Mais donc, il y a quand même des bonnes pratiques. Je parle évidemment de mon expérience, donc après, j'ai
j'ai pas la bonne parole, mais ce que je vois en général qui fonctionne bien, c'est le premier profil, c'est d'aller chercher un généraliste marketing qui a une zone de génie. Donc ça, en général, c'est ce que j'appelle les profils en forme de T. De T parce que tu as la barre verticale ou en fait, pardon, horizontale, où là, c'est toutes les compétences 360 du marketing, où la personne va très bien appréhender les sujets de growth, d'ops, de product marketing, de content, mais qui va avoir quand même une appétence et une expertise un peu plus poussée sur un de ces métiers-là, qui est du coup la barre verticale du T. Et cette personne, c'est celle qui permet du coup en général à l'entreprise et aux founders de commencer à poser les bases, tester des hypothèses et en gros se faire des convictions sur ce qui marche. Et donc ensuite, comment tu double down et comment tu fais grossir ton équipe. Et là déjà, tu m'as dit réfléchis un peu aux erreurs qu'il faut pas faire. Donc j'ai à chaque fois essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'allais te raconter, mais la première erreur en général, c'est de choisir la mauvaise seniorité et de choisir la mauvaise barre verticale du T. Parce que déjà, la seniorité, ça va dépendre des forces en présence dans ta boîte quand tu recrutes. Si tu as des founders qui sont très forts en marketing ou qui ont de l'expérience là-dedans, tu vas pas choisir le même profil que si tu as des founders qui sont ton CTO et ton VP Sales, quoi. Parce que tu vas peut-être pas avoir besoin de la même seniorité et tu vas peut-être plus avoir envie de quelqu'un qui va exécuter si tu as déjà la tête pensante du marketing dans ton codir, versus tu vas peut-être avoir besoin de quelqu'un qui arrive avec de l'expertise et des convictions si personne n'a cette expertise. À la base, et ça peut créer, enfin moi j'ai vu pas mal de premiers recrutements marketing qui ratent à cause de ça, parce que tu avais des founders qui avaient déjà leurs convictions, qui étaient très forts en marketing et qui recrutent quelqu'un de très senior et du coup ça clash tout le temps, ou à l'inverse des founders qui n'y connaissent rien et qui prennent quelqu'un de super junior et qui disent ah mais il a pas de vision, parce que bon la vision ça vient quand même avec de l'expérience. Et la deuxième erreur du coup c'est choisir la mauvaise zone d'expertise. Ça n'existe pas encore une fois le profil qui est très bon sur tout en marketing. Le marketing c'est quand même un métier où tu as tellement de sous-métiers dans le métier, il faut un peu choisir ses batailles et ça dépend en général de ton business et de tes objectifs. En gros, si t'es sur, enfin je vais donner quelques exemples, mais si t'es sur un marché hyper mature, savoir que le gros de ta cible adressable est déjà en recherche d'une solution, tu vas peut-être avoir envie de recruter quelqu'un qui va faire très vite de la lead gen et aller chercher ses futurs clients qui sont presque prêts à closer entre guillemets. Et donc là, t'as peut-être plus prendre un profil growth. Mais si t'es sur un marché très immature ou avec des ventes complexes et que là t'as besoin plutôt d'éduquer ou je sais pas, de faire du sales enablement, tu vas peut-être prendre quelqu'un qui a un profil très différent, quoi, et du coup une barre d'expertise un peu différente. Et en termes de seniorité, au début, on vit un peu les mêmes choses en vrai quand on recrute des RevOps. Tu vois, à quel moment on crée ces métiers qui sont pas productifs directement. C'est marketing, c'est un peu ça. Tu vois, je crois que le ROI, il est sur le temps moyen et temps long en général, donc tu peux l'avoir très rapidement si t'es bon en brand, mais quand même, c'est pas comme un commercial qui décroche son téléphone et qui peut booker des rendez-vous. Donc il y a un peu cette discussion-là. Nous, on aime bien dire au début, c'est de prendre plutôt un profil quand même avec une certaine seniorité pour mettre les fondations. Est-ce que c'est pareil au market ? Alors déjà, je pense que quand même en market, si tu compares notamment, enfin le market il est un peu entre le RevOps et le sales, c'est sûr qu'il aura un impact moins direct, mais je pense quand même que tu peux facilement avoir des quick wins et prouver de l'impact. Tu vois, si tu dégénères du pipe justement pour tes sales, tu peux très vite, et d'ailleurs c'est mon conseil, quand tu arrives, il faut tout de suite mettre en place des choses, parce que c'est comme ça que tu vas te faire des convictions, et c'est comme ça que tu vas t'acheter du temps et valider ta période d'essai, par ailleurs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que il faut pas rêver, le tout premier profil, si tu prends quelqu'un de méga juju, même si tu as beaucoup d'expertise au-dessus, au côté niveau fondeur, il y a peu de chances que ça marche. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est bien de t'adapter, encore une fois, au niveau marketing des founders. Et il faut aussi anticiper ce que tu as envie de faire avec ce profil. Parce que tu as un peu deux options pour moi. Soit tu te dis, je vais prendre quelqu'un qui va scaler avec ma boîte et il va passer de head of de lui-même à VP, CMO, où il va avoir un rôle un peu plus stratégique, management, mais il va rester à la tête de mon équipe. Soit je me dis, ce profil potentiellement il va se spécialiser sur sa verticale, sur sa fameuse zone de génie. Donc tu vois, tu prends un premier profil marketing qui va être très fort en growth et demain il va devenir head of growth et tu vas recruter un CRO ou un CMO par-dessus. Les deux sont possibles en fait. Et évidemment, c'est
tu peux aussi décider au fur et à mesure en voyant ce qui se passe, mais c'est quand même pas mal d'avoir une première conviction quand tu cherches ton profil et d'être transparent là-dessus, en fait, de dire, bah moi, là, tu vas devoir être très hands-on, mais je t'offre l'opportunité demain d'être à la tête, tu vois, de tout le département. Voilà, c'est important quand même d'essayer de l'anticiper un petit peu. Ouais, d'avoir un peu d'engagement aussi, quoi. Et tu as vécu quand même pas mal de phases de croissance différentes. Tu as réussi à extraire un petit pattern, un framework de, tu vois, que de la première année, en général, on fait ça, la deuxième année, on fait plutôt ça, et donc du coup, on va avoir différents types de talents qui vont se mettre en place. Tu as un peu des choses à dire sur cette approche-là? Ouais, carrément. Un truc que moi j'ai pu observer, c'est que en général, donc tu commences avec ce premier profil, et puis si tout se passe bien et qu'il y a des premiers signaux positifs, en général, ça va être le moment d'accélérer, donc la phase d'accélération. Et là, c'est là où tu commences à engager plus de budget, mais aussi, je l'espère pour cette personne, à recruter, parce qu'il y a un moment où on peut pas non plus tout faire tout seul. Et là, je vois un peu quatre possibilités, et d'ailleurs ils peuvent s'additionner, soit tu en fais qu'un, soit tu fais les trois, soit tu fais les quatre, qui vont un petit peu conditionner la tête de ton équipe. Le premier, c'est tu commences à avoir des besoins et des opportunités de miser sur des canaux. Donc ça, c'est la partie distribution. Il se trouve que ton premier profil marketing, il a validé qu'il y avait un canal ou deux canaux qui marchaient hyper bien. Ça peut être, je sais pas, les ads. Tu te rends compte que tu as un super, tu vois, ROI entre ta LTV et ton CAC. Et tu dis, ben, du coup, ça vaut le coup d'investir plus d'argent, mais aussi plus de temps dessus. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher une personne qui aura plus de bande passante, mais aussi plus d'expertise sur le sujet. Et c'est vrai pour tous les canaux. Et donc ça, c'est le premier type de recrutement que tu vas chercher à faire en général. C'est plutôt sur les profils de type growth et tout ce qui est lead generation. Ensuite, tu as un deuxième besoin qui va être le besoin d'alimenter ces canaux. Donc tu as la distribution, tu as aussi la création de valeur, parce que si tu n'as rien à distribuer, ça marche pas. Si on reprend l'exemple des ads, et ça c'est vraiment un truc que moi j'ai appris un peu sur le terrain, en fait ça suffit pas d'augmenter ton budget. Quand tu commences justement à arroser un petit peu plus, il faut aussi les bons créas, le bon messaging, les bonnes landing pages. Et ça demande du travail et ça demande aussi des compétences. Et c'est vrai aussi par exemple si avec les events, si tu commences à faire des salons et parce que tu te rends compte que ça marche bien pour aller chercher des leads qualifiés et faire du pipe, il s'agit pas que de négocier des events. Une fois que tu as ton stand, c'est bien aussi d'avoir une prise de parole. Cette prise de parole, en général, elle peut pas être 100% promotionnelle, donc faut peut-être avoir, je sais pas, une étude à partager, un cas client intéressant, etc. Il faut alimenter tes canaux et en général, ça passe par les recrutements plutôt de type content et ou product marketing. T'as un troisième élément qui est ça qui vient pour moi un peu plus tardivement que les deux premiers. Les deux premiers, pour moi, c'est un peu la base. En général, il faut les mettre ensemble sur ta première année d'accélération. T'as un troisième élément qui arrive sans doute un peu plus tard, mais qui est quand même important, c'est le besoin d'homogénéiser et de solidifier, professionnaliser ta marque, parce que quand tu commences à avoir de plus en plus d'actions, si il y a personne qui a un peu honneur de comment ta marque s'exprime d'un point de vue design graphique, mais aussi dans les mots, dans la tonalité, etc., tu peux perdre aussi en impact. Voilà, c'est normal au début d'avoir juste trois couleurs, un logo et deux, trois éléments de langage, ça suffit largement pour commencer. Mais ensuite, ça peut très vite faire un peu Frankenstein, surtout que tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont s'emparer un peu de ces éléments pour lancer des actions. Et ça peut devenir important quand même de commencer à apporter un peu de différenciation, un peu d'identité, quoi. Et donc là, en général, tu recrutes la partie un peu plus design, voire vidéo, si ça passe par de la vidéo, voilà. Donc ça, c'est un peu plus la partie créa, brand, qui vient plutôt, je trouve, dans un temps 2. Et dernier élément qui est hyper important, c'est le besoin de rendre ta team plus productive. Et donc ça, c'est tous les métiers un peu plus support du marketing, qui sont pas forcément en train de délivrer des trucs pour ta cible en externe, mais qui sont plus en fait qui vont avoir un client plutôt interne. Donc c'est les métiers ops, voire growth engineer. Donc c'est la gestion de ton CRM, de ton CMS, de tes outils de marketing automation, toute la partie data. C'est quand même important quand tu fais beaucoup de choses d'être capable
d'en tirer des enseignements. Si c'est le gros bazar et que tu as des workflows dans tous les sens et que ton attribution elle fonctionne pas du tout, même si moi je suis plutôt partisane de toujours garder les choses très simples, c'est dommage. Et tes équipes, si elles passent plus de temps à nettoyer ton CRM, à trouver des infos que à lancer des choses, c'est dommage quoi. Voilà, je dirais donc pour résumer, premier temps plutôt la partie distribution et alimentation de ces canaux de distribution, donc avec plutôt des recrutements et des investissements côté growth, content et product marketing, et ensuite la partie support et marque. Ok, ouais, la brand tu la mets un peu plus tard, mais du coup on se parque ça après parce qu'on Ouais. on en reviendra fortement. C'est un sujet super intéressant parce que c'est là où je disais que je trouve que le ROI il est pas direct, donc c'est là où moi je suis convaincu qu'il faut investir très tôt dessus, mais en même temps c'est toujours ça s'inscrit sur le temps. Mais non, très 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 agréable, très très clair aussi. Enfin, vous êtes combien aujourd'hui chez Lemlist du coup? Ça fait combien de personnes en marketing pur? Lemlist, c'est quand même une boîte qui est encore assez petite entre guillemets si tu compares aux revenus qu'on fait, 30 millions d'ARR et par rapport à d'autres boîtes, mais on est moins de 100 personnes en tout chez Lemlist. Dans l'équipe marketing aujourd'hui, on est 8 personnes. Et on retrouve un peu ces métiers dont je t'ai parlé, hein, avec un pôle plutôt growth, plutôt sur les canaux de distribution, avec une partie un peu plus support ops et la partie content et product marketing et vidéo design. Donc on a déjà un peu tout ça quoi. Mais c'est normal, c'est une boîte un peu plus mature quand même. Ok. Et pareil, dans ton expérience, il y a un truc que tu as vécu et qui intéressera pas mal de monde, je pense, qui est un peu le départ à l'international, l'ouverture des pays. Et nous, on l'a bien connu, notamment chez La Fourchette. Et on a beaucoup parlé avec Bertrand, le fondateur de La Fourchette, qui est le premier invité de ce podcast. Qui était intervenu à Codir chez PlayPlay, très sympa. C'est vrai, avec une super expérience. Et pour le coup, l'international, c'était vraiment dans l'ADN aussi un peu de La Fourchette, et notamment TripAdvisor aussi. Mais il y a toujours un peu cet enjeu-là, local versus central, notamment sur le marketing, où tu t'adresses pas du tout au pays de la même manière et t'as pas du tout le même messaging, etc. Donc comment tu fais un peu pour jongler entre stratégie centrale et spécificité locale? J'aime bien cette question. C'est aussi une question qui revient souvent, soit dans des messages que je reçois sur LinkedIn, soit même dans des comités marketing, tu vois. Et moi, même, j'ai posé beaucoup la question il y a quelques années et j'étais franchement assez paumée sur ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, j'y vois un petit peu plus clair et j'ai aussi la chance d'avoir 2 expériences assez différentes sur le sujet. Et donc, j'ai essayé de t'en tirer un peu un petit framework maison. Parce qu'en fait, la grosse erreur là-dessus, c'est soit de localiser tes équipes alors que t'as pas besoin de le faire, soit de pas localiser tes équipes alors que tu devrais le faire. Et donc moi mon petit framework maison avec du recul, et ça c'est un peu le conseil que j'aurais aimé avoir il y a quelques années, c'est il y a 4 questions. Il y a 4 questions selon moi auxquelles il faut répondre pour savoir si oui ou non tu devrais localiser tes équipes marketing et peut-être d'autres métiers par ailleurs, CS ou voilà. La première, c'est est-ce que ton produit, il demande de la localisation déjà de base? Donc ça c'est assez facile, ça dépend beaucoup de ton industrie. En général, quand tu fais de la HR tech, de la legal tech ou de la fintech, la réponse elle est plutôt oui. Tu as besoin de localiser parce que tu as des réglementations différentes, des métiers, des habitudes qui sont différentes. Nous, Lemlist, on a la chance, la façon de faire de la prospection, elle est globalement la même partout dans le monde. Et nous, on a toujours une approche US first. Il se trouve que tous les marchés aiment bien reproduire ce qui se fait aux US, qui marche aux US. Donc ça fonctionne particulièrement bien pour une approche globale. Mais c'est pas, si on était une solution de paiement ou je sais pas, si on était doctrine, a priori, ce serait plus compliqué, je pense, de 100% avoir une approche globale sur le produit. La deuxième question, c'est est-ce que tes personas, quel que soit leur pays d'origine, ils parlent bien anglais? Ça peut paraître bête comme question, mais en fait, sans faire dans le cliché, il y a des personas qui parlent pas bien anglais et qui ont pas envie qu'on leur parle en anglais. Et donc, si tu as une approche globalisée, qui en général se fait avec la langue anglais, c'est compliqué si ton persona il est réfractaire à ça. Donc, je sais pas, si t'adresses, je vais faire un cliché, mais les responsables IT dans des grosses boîtes, il y a peu de chances qu'ils aient envie que tu leur parles anglais s'ils sont français ou s'ils sont espagnols, tu vois. Nous, on a de la chance, encore une fois, les sales, c'est un persona qui parle de base bien anglais parce que dans leur métier, ils doivent bien parler anglais. Mais ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et parfois, c'est pas qu'une question de métier, c'est aussi une question de positionnement. Quand tu vas sur des cibles plus enterprise, encore une fois, d'expérience, c'est parfois des personnes qui sont un peu plus réfractaires à ce qu'on leur parle en anglais, que ce soit dans les rendez-vous commerciaux ou même dans tes contenus. En fait, ils vont pas avoir envie de
de consommer du contenu en anglais. La troisième question, c'est est-ce que tes canaux de distribution, ils ont un ancrage très local. Donc, par exemple, si dans ton go-to-market, tu as beaucoup de salons, parce que ça marche hyper bien, et il y a plein d'industries B2B où ça marche super bien les salons, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu peux très vite avoir un super ROI si c'est bien exécuté. Oui, c'est difficile d'exécuter beaucoup de salons sur un marché donné si tu n'y es pas, en fait. Et donc, ça pourrait avoir du sens d'avoir une personne en local pour en tirer un maximum. Pareil, il y a des go-to-market qui se font pas mal en s'insérant dans des communautés de métiers existantes. Et ça, si tu es à distance, ça peut être compliqué. Il y a même des industries, tu vois, l'agroalimentaire que je connais pas du tout, mais je parlais à une CMO là-dedans qui disait, c'est incroyable, en fait, les mecs, même en France, tu vois, ils vont avoir des mini-communautés dans chaque région. Bon, ce qui est peut-être fait logique pour l'agroalimentaire, mais du coup, là, ça a du sens d'avoir quelqu'un qui peut prendre sa voiture, se déplacer, voilà. Donc, versus si tu as un play qui est 100% digital et très global. Encore une fois, c'est le cas chez Lemlist, on a cette chance. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais faire d'événements en France, par exemple. On va le faire de manière opportuniste. Tu vois, par exemple, je pense que tu connais très bien la communauté Business Operation Networks, dans laquelle Charles, notre CEO, et Luc Ops, notre Head of Ops, Lucas, c'est son nom interne, sont très impliqués, souvent à faire des événements avec eux, parce qu'il se trouve qu'on a des sujets de prédilection, il y a des opportunités, et on va être super contente de le faire. Mais c'est plus une opportunité, et parce que c'est facile, entre guillemets, parce que c'est notre marché principal, qu'une stratégie de faire des choses pour la France. Voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as des équipes sales locales? Parce que quand même, d'expérience, ça a plus de sens d'avoir une équipe marketing en local si tu as des équipes sales en local à servir. Parce qu'en général, quand tu ouvres un marché avec des équipes sales, c'est un peu la start-up dans la start-up. Et du coup, tes équipes sales, c'est important pour elles, pour être au succès, d'avoir un pendant marketing en face, ne serait-ce que pour pouvoir partager les remontées du terrain, les aider très rapidement peut-être à faire des slides, des one-pagers, du jour pour le lendemain pour un prospect qui demande un truc. C'est aussi bête que ça, mais du coup, ça peut avoir du sens, effectivement, d'avoir des équipes marketing qui vont pouvoir localiser aussi des messages, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. On y revient un peu à cette notion de proximité que je trouve importante entre marketing et sales. Et au début, en fait, la meilleure proximité est de créer la proximité géographique aussi. Et donc, ça aide vachement les équipes. T'as parlé de contenu aussi un peu en anglais, etc. Ça me fait penser à une question que j'aime bien poser maintenant et que beaucoup de gens se posent, mais c'est aussi un peu l'impact de l'IA. Je pense sur ton métier, notamment la trad, tu vois, je pense que cet enjeu d'avoir des trucs traduits maintenant devient quand même extrêmement accessible. Complètement. Est-ce que tu as quelques petits use cases comme ça à nous mettre en avant, IA et market? En fait, je pense que l'IA, ça vient un peu commoditiser certaines choses, tu vois, genre la traduction, effectivement, t'as plus besoin d'équipes locales pour traduire. Ça, c'est... En fait, tout ce qui est tâche à faible valeur ajoutée, c'est remplacé par l'IA. Enfin, j'inventerai un de nouveau, tu vois. Et par contre, donc il faut plus avoir des équipes locales pour faire ce genre de tâches. Par contre, adapter ton messaging, choisir un persona différent ou une industrie, un focus industrie différent, ça c'est pas l'IA qui va le faire. C'est tes équipes sur place qui vont te dire, en fait, en Allemagne, on se rend compte qu'il faut pas du tout aller sur telle industrie, mais plutôt sur telle industrie. Il faut raconter ça, et voilà. Et après l'IA va les aider à exécuter, mais c'est sûr que, en fait, l'intelligence go-to-market, elle vient de tes équipes. L'IA, c'est un support pour leur donner plus de moyens et plus de temps pour réfléchir à ces sujets-là, quoi. Ouais, complètement. Et sur le global local, tu posais la question aussi de l'org entre global et local. Et forcément, si tu fais des équipes en local, se pose la question de qu'est-ce qui reste en global. Et ça, je trouve que c'est souvent une erreur, c'est de faire les mauvais choix entre ce qui doit rester au global versus ce que tu vas mettre en local, parce qu'en général, tu laisses quand même certains trucs en global pour économiser, pour homogénéiser, pour créer des synergies. Et ça te permet d'avoir un bateau qui a un peu de cohérence versus avoir 3 équipes qui vont bosser complètement en silo de manière indépendante. Et d'expérience, il y a des choses qui peuvent très bien vivre au global et du coup qui vont venir servir des équipes locales. Le product marketing, par exemple, pour moi, ça doit rester au global, tu vois. Ton produit, il est global. Alors, encore une fois, sauf si tu as un produit qui doit s'adapter par les réglementations, etc. Mais tu vois,
si c'est pas le cas, tu peux avoir une équipe product marketing qui va partager les launchs et les messaging associés au launch et les use cases à tes marchés, et après les marchés ils peuvent déployer. Ton design il peut rester aussi au global. Par contre, voilà, ta partie peut-être contenu, ça va être pas mal sur tout ce qui est un peu éducationnel de la localiser. Mais voilà, il y a un peu cette réflexion qui est importante, et puis rien ne t'empêche de tester des choses et de voir ce qui fonctionne ou pas. Et dernière grosse erreur que moi j'ai pu faire, c'est pas assez vite dissocier ton équipe globale de ton équipe marché HQ. Parce qu'en fait, quand tu ouvres des équipes locales sur d'autres marchés, donc typiquement, si je prends l'exemple, tu es en France, tu as une équipe marketing française et puis tu décides d'avoir une équipe marketing aux US et en Allemagne, et ben en fait, ton équipe en France, il y a des personnes qui vont commencer à faire des choses globales pour tout le monde, et il y a des personnes qui vont commencer à faire des choses que pour la France, des events pour la France, etc. Et si tu dissocies pas ces deux équipes, les marchés, ils ont l'impression que ils sont toujours secondaires par rapport à la France, parce que du coup, forcément, les équipes en France, elles se parlent entre elles, et donc naturellement, les équipes vont plutôt servir la France. Donc non, il faut dissocier et dire il y a une équipe, c'est une équipe globale, et elle est pas là pour la France, même si elle est basée en France, elle est là pour servir tous les marchés, voire même servir en priorité les marchés les plus importants, comme les États-Unis. Et en termes de reporting, tu as vu souvent, parce que ça m'est arrivé de le voir aussi pas mal, mais c'est des équipes marketing locales qui reportent plutôt au country manager, justement pour aider aussi un peu à cette dissociation et un peu éviter les... C'est une bonne question, c'est une question qu'on s'est posée aussi. En fait, tu as plusieurs orgs possibles. En général, tu en as deux. C'est soit c'est un reporting un peu plus métier, soit c'est un reporting effectivement un peu plus local. Donc quand tu as un reporting local, c'est ce que tu as dit, c'est à ton country manager et c'est à lui que vont reporter les différentes équipes métiers locales, donc le marketing local, le customer success local, les sales locaux. Et il y a du dotted line avec les responsables métiers au global. Donc le responsable marketing au HQ à Paris, il va peut-être avoir des bi-weekly avec les équipes marketing pour quand même les aider et leur apporter de la connaissance, mais la ligne principale de reporting, elle est avec le responsable du marché. Et t'as l'inverse. C'est de dire, nous on pense que ce qui est le plus important c'est quand même la connaissance métier, et du coup t'inverses juste les lignes en fait. T'as du dotted avec le responsable de ta région, et t'as un reporting direct, donc ton CMO au global, il va avoir la responsabilité en direct des équipes en local, et si c'est des grosses équipes, tu peux passer par une ligne de management intermédiaire avec un marketing manager local qui permet un petit peu de faire la transition entre le CMO et les équipes locales. Mais voilà quoi, c'est ça un peu ce que j'ai pu voir comme Ok, de toute façon, encore une fois, comme tu le disais en introduction, il n'y a pas d'organisation magique et parfaite, etc. Ça dépend énormément de choses. En fait, ça dépend beaucoup des forces en présence et des envies et des compétences des uns et des autres. Tu vois, si tu as un responsable marché qui a très envie et puis en plus qui a de l'expérience dans le marketing LCS, après tout, moi je trouve que ça a du sens qu'ils les aient en direct, mais souvent les responsables marché ils sont très sales, et dans ces cas-là ça peut avoir du sens pour eux de laisser quand même le reporting direct aux équipes métiers. Clairement. J'avance un peu dans les sujets qu'on voulait adresser. On pourrait parler d'organisation marketing, je pense encore très longtemps, mais d'ailleurs c'est pas très éloigné, hein, mais un des sujets, parce qu'on avait déjà abordé, on a fait notamment un épisode avec Gilles de Livestorm qui expliquait comment il a switché un petit peu d'une approche très product-led growth, donc une croissance très portée par son produit, à quelque chose de beaucoup plus sales-led, donc porté par des commerciaux pour aller chercher du grand compte. Et donc je vous invite à écouter cet épisode qui était vraiment super intéressant. Toi, tu as fait le chemin inverse, alors pas dans la même entreprise, que tu viens d'un monde où tu as travaillé dans une entreprise qui était très sales-led. Là, tu vas chez Lemlist qui était plutôt PLG à la base. Voilà. Toi, du coup, tu as un peu vu les deux. Comment tu penses que le marketing doit un peu évoluer pour soutenir une transition de modèle? Parce que ça implique beaucoup de changements qu'on va peut-être expliquer ici. Effectivement, très bon épisode avec Gilles. Et d'ailleurs, moi, j'échange très souvent avec Thibaut, le CMO de Livestorm, parce qu'effectivement, il y a un peu des parallèles entre ce qu'on est en train de vivre, même si on n'a pas du tout la même cible, ni le même produit. Et donc, effectivement, chez Lemlist, comme je le disais en intro, moi, je suis arrivée à un moment où il y a quand même un gros shift stratégique.
et on passe d'un modèle self-served et d'une cible historique qui va plutôt être les petites agences et les solopreneurs à un modèle sales-led avec une cible que sont les équipes commerciales et les personas un peu connexes, notamment les RevOps. Un produit qui a énormément évolué en ce sens et qui continue d'évoluer en ce sens. Du coup, il faut que le marketing vienne appuyer ce changement et revoir le go-to-market. Le go-to-market, c'est à qui tu t'adresses et comment tu vas chercher cette cible. Donc, si la cible, elle change, il faut changer ton go-to-market. Et du coup, moi, je pense qu'il y a 3 choses importantes qui changent quand tu fais ce shift. Et d'ailleurs, c'est des choses qui prennent plusieurs mois. C'est jamais un truc radical qui se fait en un mois. C'est impossible, surtout quand tu as une base de revenus comme c'est le cas chez Lemlist. Et donc, il y a 3 trucs. Premièrement, c'est un shift très important côté product marketing. Deuxièmement, c'est un shift au niveau de tes canaux, donc ta distribution. Et troisièmement, c'est un truc qui est moins externe, mais qui est plus interne, mais qui est pas moins important. C'est la place du marketing dans ton operating system et avec les différents stakeholders. Ça va forcément un peu évoluer avec un shift de modèle. Donc sur la partie product marketing, en général quand tu passes d'un modèle, moi je parle que du self-served à sales-led, et d'ailleurs en général je pense qu'à 90% c'est ce qui se passe dans les scale-up, hein. C'est assez rare je pense de voir le modèle inverse. Donc moi je parle de ce que je connais et c'est ce modèle-là. Déjà en amont, c'est le moment où tu vas commencer à intégrer ton go-to-market dans les réflexions de produits, alors que sur un modèle très self-serve, c'est quand même moins le cas. Donc typiquement, intégrer les sales dans les réflexions produits. Nous, chez Lemlist, on est même allé un cran plus loin pour te dire, notre CPO, il a carrément décidé que les product managers, ils allaient faire de la prospection. Donc 25% de leur temps, ils font pas du PM, ils sont BDR. Okay, du call. Ouais. Des emails, du call pour justement se confronter au terrain et construire un produit qui correspond aux attentes des personnes qui l'utilisent au quotidien. Et donc ça, en général, c'est un shift qui doit se faire quand tu passes d'un modèle self-serve à sales-led. Donc c'est l'intégration du GTM et des remontées terrain dans ta roadmap produit. Et évidemment, la partie marketing, elle est surtout en aval. C'est repenser comment tu positionnes ton produit sur ton marché. Parce que en général, quand tu fais un shift de cible, il faut revoir ce que tu racontes parce que ta cible elle est différente, elle n'a pas les mêmes problématiques et souvent aussi le paradigme de marché n'est pas le même. Nous, il se trouve que chez Lemlist, le paradigme de marché, il est le même quasiment le même pour les founders et que pour les équipes commerciales. C'est que l'outbound c'est commoditisé, il y a plus de boîtes qui passent des appels, qui envoient des emails, il y a l'IA qui permet de scaler, d'en parler, et donc ça devient de plus en plus dur d'avoir des résultats avec l'outbound, et donc il faut passer d'une approche spray and pray, l'outbound un peu de mauvaise qualité et de volume, à une approche un peu plus quali. Nous, il se trouve que le paradigme, c'est la même histoire qu'on raconte, que ce soit pour notre ancienne cible et notre nouvelle cible. Mais souvent, quand tu passes d'une cible A à une cible B, il faut retravailler ce discours. Et ça, c'est le product marketing qui doit mettre en fait du storytelling et raconter comment tu positionnes ton outil comme une solution indispensable pour réussir sur un marché. Et voilà, et ça c'est un travail que parfois des boîtes oublient de faire et du coup après leur message ils résonnent plus du tout parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce travail. Et ça derrière, au-delà de le formuler, le product marketing il est aussi là pour le déployer sur ton site. Donc ta homepage, tes pages produits, ton pricing. Nous, on a fait évoluer par exemple le pricing et nos plans avec ce shift ces derniers mois, et ça va sans doute continuer à évoluer parce que tu packages tes offres un petit peu différents, etc. Le product marketing, il faut qu'il travaille des use cases, qu'il revoie aussi de nouvelles social proof, qu'il récupère des témoignages clients qui ressemblent plus à ta nouvelle cible, etc. Donc tu as quand même un gros travail du marketing à ce moment-là. Tu as aussi toute la partie content éducatif où les besoins des équipes commerciales, ça va pas être les mêmes et les questions, ça va pas être les mêmes que des founders qui font de la prospection tout seuls dans leur coin. Donc il faut revoir tout ce qui est tes tutoriels, voilà, ton contenu éducatif. Nous, par exemple, nos webinars maintenant, il y a un an, quand Lemlist faisait des webinars, ils faisaient intervenir beaucoup de founders ou alors des influenceurs un peu solopreneurs, et maintenant nous on veut faire intervenir des commerciaux dans nos webinars parce qu'en fait on veut que ce soit notre persona qui puisse se retrouver dans le contenu qu'on fait. Donc ça voilà, ça c'est un gros travail et encore une fois ça
Ça se fait pas en 2 semaines, hein, mais c'est quelque chose que doit accompagner le marketing très fortement. Et le deuxième travail que doit faire le marketing, c'est le chiffre de tes canaux. Parce que, mine de rien, même s'il peut y avoir quand même des canaux qui marchent aussi bien pour un play sales-led que self-served, c'est quand même assez rare. En général, ton playbook, il évolue avec ta cible. Donc, par exemple, au début, chez Lemlist, si je prends l'exemple de Lemlist, on avait un play très communautaire. Guillaume, il a notamment fait croître Lemlist en créant une communauté ultra engagée de fondeurs qui partageaient leurs bonnes pratiques, etc. C'est assez classique dans les boîtes qui ont une cible SMB, voire prosumer, d'avoir ce genre de play. C'est plus rare si tu vas sur de l'enterprise, en fait. Sans pour autant aller jusqu'à l'enterprise. Chez Lemlist, on est plutôt passé, tu vois, de SMB, de prosumer à SMB. Tu peux avoir des nouveaux canaux qui apparaissent, les salons, les ads, parce que typiquement, si tu vas un peu upmarket, ta LTV, elle augmente, donc ton ROI d'ads, il peut devenir un peu meilleur, bon, même si ton targeting va peut-être aussi devenir plus cher, mais en général, si tu arrives à augmenter de manière plus importante ta LTV, tu peux commencer à faire des ads. Nous, chez Lemlist, il n'y avait pas du tout d'ads dans l'ancien temps de Lemlist. Aujourd'hui, on en fait et on a des bons ratios de 2 voire de 3. Donc 1 euro investi, je récupère 3 euros de revenus avec cette nouvelle cible. Donc voilà, ça, c'est aussi le marketing qui doit s'assurer que les canaux, ils évoluent. Donc ça demande de tester plein de choses, de te faire des convictions. Et voilà, ça, c'est important. Et le troisième truc, c'est l'évolution du positionnement du marketing en interne. En self-serve, en général, le marketing, il est carrément intégré au produit. Tu vois, ça se voit dans le B2C ou dans des boîtes qui ont du freemium, le marketing, souvent, il est même sous le CPO, en fait. Parfois, il n'y a même pas de responsable marketing. Et dans des boîtes sales-led, ton premier stakeholder, ça reste quand même ton VP Sales, quoi. Enfin, moi, je dis souvent aux équipes marketing, on est là pour donner à manger aux commerciaux, quoi. Et quand tu fais le switch de l'un à l'autre, c'est marrant parce que tes motions, elles commencent un peu à se croiser. Donc, tu vois, nous, chez Lemlist, je simplifie un peu, mais on a 3 types de parcours client. Tu as le 100% self-serve. Le user, il va faire un free trial et il va s'abonner tout seul en mettant sa carte de crédit. Tu as le modèle 100% sales-led. Le user, il va faire une demande de démo et il va s'abonner pas avec sa carte de crédit, en faisant un invoice, enfin assez classique, quoi. Et t'as le modèle intermédiaire où le user, il va faire un free trial, il va tester le produit par lui-même, il va demander une démo, il va discuter avec un sales et ensuite il va s'abonner. Et donc il faut réussir à réinventer un petit peu ta collaboration à la fois avec le produit et avec les sales pour soutenir ces différentes motions, quoi. La clé, c'est ce truc hybride là entre les deux motions, c'est pas du tout cloisonné, quoi. Ouais. C'est une logique normale. On a tous envie des fois de parler des gens, des fois pas envie de parler des gens, et en fait forcément, même en fonction du moment où on va discuter avec la boîte, ce sera pas le même canal qu'on va vouloir utiliser. Donc c'est très important de garder cette structure de process et de visibilité clé. Il faut savoir qui est ton prospect, comment tu as envie de lui parler et quel type de message tu lui envoies à quel moment, quoi. Tu as dit plein de trucs super intéressants. Moi, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être moins à l'aise avec le rôle du product marketing, qui est quand même globalement assez récent malgré tout, tu peux juste nous réexpliquer un peu ce que c'est que le product marketing et comment ce que tu as dit, des fois on le voit au produit, des fois on le voit au market. C'est quoi son rôle et à quoi il sert? Ouais, t'as raison, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est un rôle assez récent et d'ailleurs quand j'ai fait mon premier recrutement product marketing dans mon ancienne entreprise, j'ai beaucoup tâtonné parce que j'avais du mal à comprendre ce rôle. Je sentais qu'on avait un besoin des compétences associées à ce rôle, mais j'avais du mal à comprendre un peu ce que c'était. Et donc j'ai interrogé une quinzaine de product marketing sur la place parisienne pour comprendre ce rôle. Et la réponse, c'est que ce rôle, il est quand même assez protéiforme et qui dépend vraiment des différentes boîtes. Mais en général, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans le product marketing, tu as un peu trois grosses scopes qui parfois sont ownés tous par le product marketing et parfois par différentes équipes product marketing. Ça dépend vraiment. Mais en gros, tu as la partie plutôt, encore une fois, amont, qui est la partie marketing intelligence. Donc, c'est vraiment le product marketing qui va plutôt faire des études, parler aux users. Donc, c'est un peu comment tu amènes de
de l'intelligence marché dans ta roadmap produit, là où les PM vont souvent être très focus sur les users. Le rôle du product marketing, c'est vraiment d'être à l'affût aussi de ce qui est autour, c'est-à-dire des personnes qui n'utilisent pas ton produit, de regarder ce que font les concurrents, etc. Donc voilà, ça c'est la partie market intelligence, et souvent quand des PMM font ça, ils sont sous le CPO. Après, tu as la partie un peu plus marketing pour le coup, qui est la partie messaging et launch. C'est comment tu racontes ton produit, comment tu pitches ton produit en une phrase par exemple, ou comment tu fais évoluer ce pitch en fonction de tes personas. Quels sont les use cases que tu vas associer à tes différents personas. Et toute la partie launch, c'est comment tu vas raconter tes lancements produits et même tes core USP. Pourquoi c'est important pour tes prospects que ton produit sorte ses features, parce que tu peux pas juste dire ça c'est nouveau, ça marche pas en fait. Il faut arriver avec un pain que tu résous, montrer que c'est innovant, associer ça à une méthodologie si possible, encore une fois, raconter comment ça permet à tes prospects et à tes futurs clients d'être en réussite s'ils utilisent cette feature. Donc voilà, ça c'est le travail du product marketing, c'est super important. Et derrière de faire les témoignages autour de ça, etc. Et le dernier pan du product marketing, qui parfois va se retrouver plutôt chez les sales, ça dépend, c'est la partie sales enablement. Évidemment que si tu as une équipe sales. Et donc ça, c'est toute la documentation, mais aussi les bonnes pratiques qui vont permettre à tes sales d'être meilleurs en rendez-vous et d'avoir un meilleur taux de conversion. Donc il y a une partie documentation, typiquement les battle cards, les one-pagers. Souvent les sales ils demandent plein de choses et tu te rends compte que dans la réalité ils utilisent 10% de ce que parfois les PMM ou les sales enablement vont faire, donc faut faire attention. Mais en tout cas, c'est s'assurer que, c'est le 80-20 quoi, tu vois. En général, tu fais 3 super cas clients et 3 super battle cards avec tes 3 principaux concurrents et ça suffit largement à dresser 80% des objections que tes équipes commerciales vont avoir, et ça leur permet d'arriver un peu plus serein en rendez-vous, de pouvoir rebondir un peu plus facilement encore une fois s'ils ont des objections ou si on leur parle d'un concurrent, etc. Et ça, quand ton équipe commerciale elle grossit, c'est quand même pas mal d'avoir un peu de soutien. Voilà. Au début, c'est eux qui font un peu leur tambouille, chaque sales a un peu sa propre presse qui fait maison, et c'est fine et c'est cool. Il y a un moment quand tu commences un peu à structurer les choses et que tu as envie aussi, tu vois, d'être un peu plus efficace, etc. C'est pas mal quand même d'avoir du sales enablement en soutien. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'était une des questions que je m'étais notée, de dire comment justement tu fais pour animer, justement, j'ai vu beaucoup de boîtes ou de clients qui avaient des battle cards, des documents dans tous les sens, etc., mais qui du coup étaient en fait jamais utilisés par les équipes parce que complètement perdus dans la masse des documents. Donc merci de répondre aux questions avant que je les pose. Savoir comment faire pour que ces documents soient utiles et utilisés. Est-ce que tu as des petits exemples de routines aussi un peu systémiques ou de routines un peu structurées que tu as avec les équipes commerciales qui t'aident en fait à soit améliorer la remontée de feedback des équipes commerce. Alors vous, comme tu disais, je pense que vous avez un outil qui est utilisé directement par les équipes commerciales, donc il y a un truc quand même d'utiliser son propre produit, donc c'est assez génial. Ouais. Mais donc ça, pour remonter les feedbacks, et aussi pour toi t'assurer que ce que tu envoies comme lead qualifié, ou que le produit envoie comme lead qualifié, soit toujours assez pertinent et en lien avec ta cible. Ouais, franchement, je vais rien dire de très innovant, quoi. C'est un peu les bases. Il y a 3-4 bases qu'il faut faire pour avoir un bon alignement. Déjà, c'est de parler le même langage. Donc, essayer d'avoir au moins une métrique, un KPI en commun. Tu vois, c'est normal que quand tu lances ton marketing, au début, tu parles de lead, tu parles de MQL, mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un bon système d'attribution et que tu commences à avoir des volumes un peu de revenus qui closent, c'est bien de commencer à aligner tes équipes autour d'un KPI un peu à la croisée des deux mondes, marketing et sales. Enfin, ça dépend des boîtes, tu vois, mais le SQL ou le nombre d'opportunités créées, comme ça, au moins, t'es sûr qu'il y en a pas un qui dit ah, mais moi, j'ai apporté plein de MQL, ah mais moi j'ai un mauvais taux de closing. Au moins tu regardes les opportunités et c'est là où il y a un niveau de responsabilité partagé entre guillemets. Donc ça c'est important, ça demande d'avoir une certaine maturité data, métier, ops, et c'est pas grave si tu l'as pas tout de suite, mais au bout d'un moment c'est quand même important de l'avoir. Deuxièmement, c'est tout simplement la communication, de s'assurer que c'est normal au début en fait, si tu veux qu'elle soit portée par les leaders, par ton head of marketing et ton head of sales. Quand tes équipes elles grossissent,
C'est vraiment important que les équipes elles se disent pas ah c'est bon nos head of ils se parlent et nous c'est pas la peine quoi. En fait non surtout pas. Ce qui est important c'est que les équipes terrain commencent à se parler et donc de s'assurer qu'elles aient leur propre rituel. Nous chez Lemnis on est assez anti-meeting, on fait beaucoup d'async work, on a beaucoup de Slack channel etc. C'est pour dire que c'est pas obligé de passer par des meetings weekly. Après je trouve que c'est quand même toujours sain d'avoir un moment où on se met tous autour d'une table, ça peut être en virtuel hein, et on se pose des questions et on essaie un peu de creuser parce qu'il y a la partie métrique qui est importante, mais les retours terrain parfois ils sont aussi un peu qualitatifs quoi. C'est des sales qui vont dire ah mais ça j'ai senti que ça a pas trop cliqué ou ah mais en ce moment il me parle vachement de tel concurrent et c'est bien d'avoir quelqu'un de l'équipe marketing qui est capable de creuser, voilà de poser des questions. Nous chez PlayPlay c'était typiquement le rôle des field marketeurs hein, de s'asseoir avec les sales, de leur poser plein de questions. Quand on faisait des events, d'aller aux events avec eux, de comprendre pourquoi ils pensaient qu'un event était génial versus pourquoi ils pensaient qu'un event était un gros échec. Donc ça, c'est important que tes équipes, elles prennent. Ouais, j'aime bien aussi cette approche un peu vie ma vie Ouais. de partage aussi pour comprendre les vrais pains rencontrés par les équipes qu'on est censé servir. Et de record les calls, ça c'est franchement c'est la base parce que on a beau dire aux sales invitez le marketing dans vos calls pour qu'ils puissent écouter les prospects, les sales ça les saoule, voilà et je comprends franchement t'as pas envie qu'il y ait une troisième personne, c'est déjà assez compliqué comme ça. Maintenant voilà les tools de recording tout le monde les utilise, c'est pas non plus si cher tu vois, ça sert de toute façon au head of sales à faire son coaching, donner accès au marketing à tous ces recordings c'est la base en fait pour qu'ils puissent écouter les calls et encore une fois voir un peu les objections du terrain, voir ce qui fait clic. Et ça sert maintenant aux ops aussi à remplir le CRM automatiquement, parfaitement et proprement. Donc n'hésitez surtout pas à recorder vos calls. Je vois le temps qui file et j'ai envie de passer encore un peu de temps quand même sur la partie. Le troisième sujet qui m'intéressait particulièrement, c'était cette notion de brand et de comment t'en fais un vrai canal d'acquisition. Donc je parlais de temps long, je parlais d'efforts qui pouvaient du coup mettre du temps, etc. et de positionnement et c'est clé. Et c'est un sujet qui, moi, me passionne particulièrement, notamment chez Okobo. C'est souvent assez flou, en fait, la brand. Qu'est-ce que c'est donc déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous aider à définir ce que c'est que ça, ce que c'est que la brand? Bah encore une fois, je vais partager ma définition, qui n'est peut-être pas la définition de tout le monde, hein. Mais pour moi, la brand, c'est le pourcentage de ton new revenue qui est attribué à la notoriété et la crédibilité de ta marque sur un marché. Donc concrètement, comment ça se matérialise? C'est pour moi la somme de tes canaux, enfin du revenu qui vient de tes canaux directs, donc les gens qui tapent Lemlist dans leur barre d'URL, et SEO brand, les gens qui tapent Lemlist dans Google. Et évidemment qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent derrière, on va en reparler, mais comment tu crées ça, mais t'as le bouche à oreille qui vient de ton expérience produit, t'as aussi l'effet halo de toutes tes opérations payantes. Si tu fais plein d'ads, que t'as un gros budget, que tu fais du retargeting, que tu fais de l'influence marketing, évidemment que ça va augmenter cette partie d'acquisition qui vient du direct et de ton SEO marque, mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution de cette masse-là d'une année à une autre, et c'est ça qui va, pour moi, te donner l'indicateur le plus fiable, et sans trop te prendre la tête, de est-ce que ta marque, elle est forte ou pas. Après, t'as d'autres indicateurs que tu peux avoir, tu vois, t'as l'évolution des volumes de recherche autour de ta marque sur Google, t'as des boîtes qui vont payer des outils pour voir les mentions sur les réseaux sociaux, sur les forums, tu peux avoir aussi l'évolution du taux de conversion de tes équipes commerciales, notamment sur un nouveau marché. Au début ils vont trop galérer, puis après tu vas commencer à faire du contenu, à faire de la prise de parole. En général le taux de conversion il est censé s'améliorer parce que du coup les prospects ils ont entendu parler de ta marque, etc. Mais encore une fois, moi je trouve que le truc le plus fiable c'est faut pas trop se prendre la tête, c'est ça, c'est l'évolution de ton acquisition qui vient du direct et du SEO brand. Ok, et vous le suivez, vous avez vraiment ces KPI clairs, c'est quelque chose que tu suis vraiment et que tu vois évoluer en tant que tel, que tu as carrément le dashboard qui te permet de savoir. Ouais. C'est ça comme un canal, quoi. Tu fais vraiment ça comme un canal. Ouais, après nous chez les ministres, Guillaume il a toujours été partisan de vraiment être très light sur les modèles d'attribution parce que en fait parfois des boîtes vont passer plus de temps à construire des modèles d'attribution qu'à lancer des opérations d'acquisition, et de toute façon aucun modèle n'est fiable. Enfin la réalité c'est que les parcours d'acquisition ils sont ultra complexes, ils sont protéiformes et tu peux jamais tout traquer. Maintenant c'est quand même bien d'avoir un modèle de base, first touch, last touch, et de regarder surtout l'évolution en fait, parce que même si
si ton modèle il est pas juste 100%, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tes canaux ils évoluent. Donc nous chez Lemlist, on a la chance d'avoir une acquisition brand qui est hyper forte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de 70% de notre acquisition new revenue vient de ces canaux que je t'ai dit, donc le direct et le SEO brand, donc des gens qui tapent Lemlist. T'as pas la même rentabilité quand tu payes 30% de ton acquisition versus 100% de ton acquisition. Et c'est pas pour rien que Lemlist est une boîte bootstrap et rentable, 40% d'EBITDA. C'est grâce à cette acquisition qui vient de la brand. Et donc ça, pour répondre à ta deuxième question, qui est ça vient d'où et comment ça se construit. Je parle de Lemlist en 2 secondes, mais juste si on prend un petit peu de recul. Ce n'est pas que le marketing qui est responsable de l'augmentation de la brand, enfin de l'acquisition de la brand, de la note de ta marque, même si c'est pour beaucoup le marketing. Pour moi, il y a un peu 3 types enfin 3 leviers pour améliorer la puissance de ta marque et de ton acquisition brand. T'as les leviers de type marketing, on va en parler. T'as le bouche à oreille. Il y a un moment, si ton produit il est bon et que l'expérience est bonne, il y a des gens qui vont en parler et derrière ça va faire qu'il y a d'autres gens qui vont taper le nom de ton produit sur Google ou en URL et qui vont venir à toi directement. Donc ça c'est l'impact du produit et du support, hein, c'est pas le marketing. Troisième poche non marketing, c'est tout ce qui est l'exec et l'employee advocacy. C'est pas forcément un levier pertinent pour toutes les industries, mais c'est quand même très fort dans la plupart des industries. Et ça, c'est pas du tout que au marketing de le faire en fait. Hein. C'est chaque employé dans chaque équipe peut faire de l'employee advocacy, chaque exec peut le faire. Il n'y a pas que le CMO. Et d'ailleurs, Lemlist, c'est une boîte qui s'est beaucoup construite comme ça. Parce que Guillaume, il se trouve en plus de ça, était son propre persona, donc c'est là où il a eu un peu ce génie, c'est de se dire je suis mon propre persona parce que je suis un founder qui fait un produit pour permettre aux autres founders d'aller chercher du business et de faire de la prospection. Donc, je vais raconter comment je construis mon produit et comment je vais chercher du business avec ce produit. C'est ce qu'on appelle le building public. Et c'est ça, au départ, qui a créé la marque Lemlist, plus tout le contenu qu'il crée autour, et la communauté qu'il a lancée, comme je te disais. Ça, typiquement, c'est de là que vient la puissance de la marque Lemlist pour beaucoup. Mais après, le marketing a quand même des leviers, heureusement. Et donc, moi, dans le marketing, j'en liste 4. Et en général, c'est marrant parce que je trouve que les gens, ils pensent toujours au 4e qui pour moi est le moins puissant et le moins important. Mais quand tu dis brand, les gens, ils pensent à quoi? Tu penses à quoi toi quand je te dis brand comme levier? Le slogan, la vidéo, communication. Ouais. Ouais, ça c'est pour moi c'est les assets, tu vois, et c'est hyper important. Tu peux pas avoir une marque forte si t'as pas, encore une fois, comme je disais au début, tu sais quand on parlait des bases, si t'as pas une charte graphique, des opinions de marque, parce que c'est pas que la partie graphique, mais ça c'est les assets. Après c'est comment tu vas distribuer, encore une fois, c'est toujours un problème de distribution tout ça. Et donc pour moi il y a 4 leviers de distribution, et en général les gens ils pensent au 4e, c'est toute la partie awareness promotionnelle. Donc c'est TRP, l'affichage dans le métro si t'es une boîte un peu prosumer, les plateaux TV du founder. Et oui, c'est important et ça permet de faire rayonner ta marque, mais pour moi, c'est limite le moins puissant des 4 parce que ça reste assez promotionnel et que je pense qu'une marque, elle est forte quand elle commence à arrêter de faire que vendre et qu'elle apporte de la valeur en dehors de son produit. Et ça, c'est 3 autres. C'est le pilier éducationnel. Et pour moi, c'est limite un des plus forts pour construire une marque forte. C'est lié au building public parce qu'en général, quand tu fais du building public, tu partages des choses à forte valeur ajoutée qui vont permettre à ton personnage de devenir plus successful dans son quotidien, que ce soit avec ou sans ton produit. Et donc ça va être les méthodologies, les bonnes pratiques, les études que tu peux relayer via des podcasts, en interrogeant des personnes dont c'est le métier, en faisant des vidéos tutoriels, etc. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et chez Lemlist, encore aujourd'hui, on investit beaucoup dans du contenu éducationnel parce qu'on croit que c'est en étant utile à ton persona que tu commences à construire aussi une préférence de marque et que le jour où il sera prêt à acheter ton produit, il viendra te voir toi, quoi. Le deuxième, c'est le divertissement. C'est toute la partie, le contenu qui est ni là pour vendre, ni là pour apprendre à être meilleur dans ton métier, mais qui est plus là pour mettre le doigt sur des pains avec ou sans humour d'ailleurs, qui divertit. Enfin, divertissement, c'est pas forcément faire le clown sur TikTok, mais ça peut être ça aussi. Et en fait, c'est prendre position et soutenir ton persona sur des difficultés, des injustices, des frustrations. Et ça, c'est du contenu hyper puissant aussi pour créer, tu vois, une préférence de marque. Nous, on a fait un travail chez Lemlist en hiver dernier que je conseille à toutes les boîtes de faire, c'est de réfléchir aux opinions que portait notre marque et
qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vend. Évidemment, ça reste dans l'écosystème sales, mais c'est quoi les opinions sur lesquelles on a envie de soutenir les équipes sales. Et typiquement, il y a un truc que moi j'ai soutenu depuis le début, c'est de jouer un petit peu sur la guéguerre marketing sales, et notamment le fait que parfois le marketing n'aide pas du tout les sales, parce que pour plein de raisons que je vais pas commencer à critiquer le marketing dans ce podcast, le mauvais marketing, tu vois. Et ben ça, c'est une opinion qui derrière peut venir soutenir des petits sketchs, des posts LinkedIn où tu dis ben oui, quand le marketing fait ça, c'est l'enfer et ça vous aide pas du tout, tu vois. Et du coup, tu commences à créer une préférence de marque. Et le dernier point, c'est la communauté. Ça reste quand même un play brand hyper fort. Et d'ailleurs, tu vois les marques qui ont une marque très forte. Par exemple, Figma, c'est beaucoup des boîtes qui ont eu un play communautaire parce que elles ont réussi à rassembler leurs users, mais pas que. Au-delà de ça, elles ont réussi à rassembler un marché en fait et à créer un lieu où il y a un échange de bonnes pratiques, où tout le monde monte en compétences ensemble et où tu parles à 5% de ton produit, mais 95% c'est juste de la valeur pour ta communauté et ta cible. Et ça, c'est super fort construire une marque. La communauté, tu citais Business Apps Network, etc. Ça fait partie des sujets qui sont juste clés aussi à animer pour amener de la valeur. En fait, c'est toujours ça, c'est amener de la valeur simple et humble possible pour qu'effectivement, sans attendre quoi que ce soit en retour, parce que c'est encore une fois, ça s'inscrit Exactement. sur ça, c'est important aussi. Cette notion de contenu, est-ce que je dois donner un email pour accéder à un contenu? Ouais, La grave. réponse, pas forcément, et au contraire, non. Ouais. Le contenu il est là, on amène de la valeur, et il y a un petit peu de ça, quoi. Ouais, complètement. Le ungated content. Exactement. Et il y a un autre sujet que tu as commencé à pas mal mentionné aussi. Je trouve que le branding aujourd'hui et le personal branding, et notamment chez Lemlist, c'est quand même très fort. Et on l'a vu, tu parlais de Guillaume, ça faisait partie de ce qui a lancé aussi un petit peu le branding de Lemlist. Et on le voit encore aujourd'hui avec Charles qui reste toujours très, très présent et très, très dans la communication. Enfin, ça s'inscrit, ça devient quand même un peu croisé. Toi, tu suggères quand même pas mal aux gens de personnifier aussi un peu leur marque via aussi leur personal branding. Alors, pas forcément. En fait, ça dépend encore une fois de ton industrie. Si je sais pas, t'as un logiciel qui target les administrations dans les hôpitaux, peut-être que ton persona n'est pas sur LinkedIn en fait. Et dans ces cas-là, ça sert peut-être à rien de faire beaucoup d'advocacy sur LinkedIn. Ou alors ça peut servir ta marque employeur en tout cas. Mais donc il faut quand même se poser la question, est-ce que ma cible elle est sur LinkedIn? La réalité c'est que dans le SaaS B2B tech, allez, 70% des cas, c'est quand même plutôt vrai. Et donc effectivement, moi je conseille, je pense que c'est un levier ultra puissant parce qu'il est vraiment authentique s'il est bien exécuté. Et pour être bien exécuté, c'est pas des posts que le marketing va écrire pour les gens qui vont prendre la parole ou un ghostwriter. Désolé pour les ghostwriters, mais je pense que ça peut être super pour plein de sujets. Mais l'advocacy, j'y crois pas trop. Je pense que ça doit être incarné et il faut raconter des choses, avec des exemples concrets, une opinion forte. Et l'IA peut aider à reformuler, à écrire bien. Ça part avant tout de choses très personnelles et ça pourra pas marcher s'il n'y a pas cet angle-là. Et ça pourra pas marcher s'il n'y a pas aussi un côté très il faut être dans la récurrence quoi. Charles il poste 3-4 fois par semaine maintenant il a énormément d'engagement mais il travaille dur aussi pour ça quoi. Faire un post par-ci par-là copier-coller du marketing ou d'un prompt ChatGPT ça sert à rien quoi. Mais du coup comment tu fais comment il arrive à sanctuariser ce temps pour générer autant de contenu etc. Est-ce que c'est vraiment ça, il faudrait que tu l'invites dans un... J'en parlerai directement. Un podcast. Non, parce que c'est un peu la question de beaucoup de gens. C'est-à-dire, effectivement, tout le monde est convaincu de la brand, tout le monde est convaincu qu'il faut y aller. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins alertes sur ce sujet, mais c'est que en termes de temps que ça prend, on se rend compte, c'est que pour partager du contenu pertinent, et je pense à nous chez Okobo, etc., de se dire, moi j'ai envie de partager du contenu qui soit pertinent et j'ai pas envie de faire juste des posts pour faire des posts, comme tu disais, ça prend du temps quoi. Donc comment tu priorises ça? Déjà en fait il y a plusieurs sujets dans le sujet. Déjà ça prend du temps, oui c'est sûr. Ça prend surtout du temps au début quand tu te lances. Déjà parce que tu réfléchis à chaque post que tu fais, t'as un peu peur, t'as pas encore les mécaniques naturelles, etc. Une fois que t'as commencé au bout de quelques mois à poster, à comprendre ce qui marchait, etc. Il y a aussi beaucoup de réutilisation. Tu peux
prendre un post qui a bien marché et le twister. Donc en fait, c'est quand même assez exponentiel la productivité que tu peux avoir quand tu fais ce genre d'exercice. Donc au début, ça paraît une montagne et je sais parce que moi je me suis lancée en septembre, donc il y a pas si longtemps et je me disais mais je vais jamais y arriver quoi. Et après, au bout d'un moment, tu commences à comprendre un petit peu les thématiques qui vont fonctionner, à intégrer un peu naturellement les mécaniques de copywriting, etc. Et ça vient quand même déjà plus naturellement. C'est important effectivement de bloquer du temps dans ton agenda pour pouvoir le faire et d'avoir une boîte qui accepte que ses employés le fassent. Nous, c'est dans notre ADN chez Lemlist, donc on encourage nos employés à le faire et on trouve ça normal qu'une personne passe 2 heures par semaine, 3 heures par semaine pour faire avoir des prises de parole qui vont faire rayonner son expertise, mais du coup aussi l'entreprise sur LinkedIn. C'est aussi important d'avoir une entreprise qui accepte de donner un peu de temps à son employé pour faire ça, d'accepter qu'il partage des choses, des chiffres, des ratés, parce qu'en fait c'est ça qui marche aussi sur LinkedIn. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui veulent pas que leurs employés partagent le split de leur acquisition inbound, outbound, de leur taux de conversion, du budget dépensé en marketing. Moi Charles l'autre jour il m'a dit regarde c'est un CMO, il a partagé son budget marketing, ce serait trop cool que tu fasses pareil pour Lemlist. Il y a pas beaucoup de boîtes où le founder il est ok que tu partages un screenshot de ton budget marketing. Donc voilà, c'est aussi accepter d'être dans la transparence et de dire aussi ce qui marche moins bien. Et ça, c'est un prérequis aussi. Tu vois. Et un autre impact dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi l'impact sur le recrutement. Je pense qu'on a parlé beaucoup revenu, mais en fait, il y a aussi recrutement, c'est c'est double benefits, quoi, en gros. Vous l'avez mesuré aussi un peu ça? Oui, l'inbound, c'est pas que dans ton revenu, c'est aussi l'inbound candidat. C'est vrai que moi, globalement chez Playplay, on avait aussi beaucoup d'inbound candidats. J'ai jamais été dans une marque qui galérait de ouf à recruter. J'ai eu cette chance, mais je pense que tout simplement, tu mesures ça de la même manière. Si tu regardes quand tu postes une offre d'emploi, le nombre de candidats et si possible qualifiés qui vont venir à toi, versus les efforts de chasse que tu dois mettre derrière avec ton TA. Et ça, les deux sont liés. D'ailleurs, dans marque employeur, il y a marque. Et ce qui est génial, c'est que quand tu travailles ta marque, tu as souvent un peu ce sweet spot où tu travailles à la fois ta marque pour ton prospect et ta marque pour tes candidats. Là, récemment, par exemple, on a fait le pari de se lancer sur TikTok. Alors, c'est encore balbutiant. On teste encore plein de formats, etc. Mais il y a typiquement une vidéo qui a bien fonctionné et tu voyais les commentaires de cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui était extraite de notre fameux team building à Tenerife qu'on a fait il y a un mois. Dans cette vidéo, tu vois les commentaires. C'est une vidéo où en fait j'ai fait à la fois une vidéo marque employeur et une vidéo pour nos prospects, puisque je fais une blague sur les équipes commerciales chez Lemlist à notre team building. Et tu vois dans les commentaires qu'il y a des gens à la fois qui disent les sales, haha, et qui rebondissent sur le côté sales, mais des gens qui disent aussi mais c'est trop chouette, est-ce que vous recrutez, etc. Et donc c'est typiquement le sweet spot où tu peux faire du contenu qui va à la fois créer de la connivence avec ta cible, mais aussi donner envie aux candidats de postuler, aussi parce que tu fais du contenu sympa, un peu innovant, et voilà, et que tu oses faire des choses qui se font pas ailleurs, tout simplement. Et justement, ces petites vidéos, pour une cible un peu SaaS B2B Tech, TikTok par exemple, tu trouves que ça devient un canal d'acquisition intéressant ou pas? Ça dépend. Encore une fois, je conseillerais peut-être pas à toutes les boîtes de se lancer dessus. Déjà, ça demande du temps et de l'argent avec un ROI pas du tout évident. Donc, si t'es en mode, tu dois faire hyper gaffe à ton runway et t'as pas beaucoup de temps, non, c'est peut-être pas sur TikTok qu'il faut aller. Toutes les cibles ne sont pas encore sur TikTok. Il se trouve que je suis persuadée que les BDR, SDR et Sales il y en a beaucoup sur TikTok. Donc pour Lemlist, je trouvais que ça avait du sens de tester. L'avantage de TikTok, c'est que c'est un des seuls réseaux sociaux où t'as encore un algorithme qui est un peu débridé sur l'engagement. Tu peux encore avoir de la viralité assez dingue sur TikTok. C'est quand même plus trop le cas sur Meta, Insta, LinkedIn, où les taux d'engagement et LinkedIn, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est particulièrement vrai depuis quelques mois là. C'est tout a droppé. Alors après, quand tout drop, c'est vrai pour tout le monde, donc quelque part c'est un jeu à somme nulle. Mais ça devient beaucoup plus dur sur les autres réseaux d'avoir de la viralité, de se démarquer. TikTok permet ça. Donc, et il y a encore très peu de marques B2B qui y sont. Donc ça peut vraiment créer un élément différenciant aussi pour ta marque, quoi. Ne serait-ce qu'y être, c'est un élément différenciant, moi je pense. Ouais, exactement. Et ça permet de posséder des contenus que tu vois pas ailleurs aussi. Ouais, ça, c'est un peu différent même de ce que tu peux toi-même publier sur d'autres plateformes, quoi.
Et dernière question pour cet échange, c'est pour une boîte qui est à niveau zéro en termes de branding, c'est quoi tes recos pour commencer en fait à lancer des actions intéressantes sur ce sujet-là? Et c'est une bonne question. En fait, je pense que ça dépend de ton marché et des forces en présence. Par exemple, on reprend l'exemple de l'Emlist, mais si c'est sur un marché où tu targetes les founders et que tu as quelqu'un qui est très expert et qui a des choses à raconter, bah, je te dirais, fais ce qu'a fait Guillaume, fais de l'advocacy sur LinkedIn. Mais peut-être que si tu es sur un marché où tu as des personas qui vont, et ça c'est des questions que tu peux poser d'ailleurs, hein, qui vont aimer consommer du contenu podcast. Par exemple, le marketing, c'est quand même une cible qui aime beaucoup consommer des podcasts. Et que tu as quelqu'un qui a un super réseau et qui a pas forcément envie de prendre la parole lui, mais qui est chaud de faire des interviews, tu lances ton podcast, tu vois. Je trouve que les tactiques de contenu, elles vont un peu dépendre de ça. Mais je commencerai en tout cas, parce que là je t'ai cité deux exemples, je commencerai soit par de l'éducationnel, soit par de l'advocacy, parce que communautaire c'est quand même très dur de réussir et ça demande beaucoup d'investissement, alors que je pense qu'un bon contenu ou deux trois personnes assez fortes en employé advocacy, ça peut facilement avoir des résultats. Plus difficile quand tu fais du contenu entertaining ou que tu lances une communauté d'avoir de l'impact. Donc j'irai sur des plays pas trop risqués et essayer d'aller au croisement de qui a envie et sait faire en interne et évidemment que ça vienne rencontrer ta cible quoi, et leurs habitudes de consommation. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a un truc d'engagement, c'est que les employés internes d'identifier ceux qui sont prêts à jouer le jeu rapidement au début, parce que ça peut avoir un effet un peu plus exponentiel dans les canaux de distribution, quoi. Je trouve ça plutôt pas mal, hein, même dans la production. Ok, bah écoute, super clair. Merci beaucoup pour tous ces insights. On finit toujours par 3 questions un peu signature qui nous sommes à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un concept, un framework, un peu une réalisation qui a changé ta manière de travailler et que tu implémentes à chaque fois que tu arrives dans une boîte? Alors tu m'as dit ça il y a 1 heure et du coup j'ai peut-être pas forcément encore eu le recul suffisant pour te trouver le truc game changer, mais moi le framework hyper basique que j'aime bien utiliser, c'est le impact effort, la matrice impact effort. Je trouve que ça sert toujours, c'est hyper bête, mais quand tu sais pas s'il faut faire quelque chose, et c'est vrai en marketing parce que tout le monde est bon en marketing, hein. Tout le monde a des idées pour le marketing, que ce soit le produit, les sales, etc. Donc, t'as toujours un backlog énorme. Moi, je me réfère toujours à ce truc-là. Je dis toujours à mes équipes, ok, on regarde qu'est-ce qui demande pas trop d'efforts et qui a beaucoup d'impact. Sinon, c'est beaucoup d'efforts mais beaucoup d'impact. Et surtout, on fait pas ce qui demande beaucoup d'efforts et qui n'a pas d'impact. Et ça permet franchement de dire non à pas mal de projets. Donc, rien que pour ça, je trouve ça utile. Les fondamentaux, les basiques, souvent, c'est bien d'y revenir parce que ça fonctionne, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que le marketing, tu vis ça, mais c'est quelque chose, c'est un domaine où tout le monde a son avis à donner. Donc, je comprends que ça te vienne directement à l'esprit quand on pense à un framework. L'autre question, c'est effectivement l'erreur ou la pire fausse bonne idée. Alors, tu en as cité quelques-unes, mais qui t'a coûté le plus cher depuis que tu es du coup, dans le marketing ou CMO? Ouais, tu m'as dit ça pareil il y a 1 heure, donc je t'ai dit, je vais essayer de parler pas mal d'erreurs dans notre entretien. Du coup, je vais essayer de répondre à un truc que j'ai pas encore dit, et un truc que j'ai appris chez l'Emlist, parce que c'est une des valeurs de l'Emlist, qui s'appelle Get Shit Done. C'est vraiment, et je pense que c'est très vrai en marketing, qu'il faut apprendre à shipper rapidement, quelle que soit la maturité de ta boîte, la taille de ton équipe. Parce que il y a que comme ça en fait que tu as de l'impact et surtout que tu apprends des choses. Et donc plutôt que, je fais un exemple très précis, mais plutôt si tu refais ton site web, plutôt que d'attendre 1 mois d'avoir la homepage parfaite avec tous les éléments changés, tout le contenu, etc. C'est plutôt d'itérer. Tu changes d'abord ton hero, après tu changes ton CTA, après tu changes les témoignages clients, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment un mindset qui est hyper bénéfique et qui permet d'avoir plus d'impact et même de se donner aussi un peu de confiance. Quand tu es au marketing, c'est important aussi de prouver un peu ton impact parce que beaucoup de gens voient encore le marketing comme un centre de coût, et c'est en itérant et en allant vite que tu permets aussi d'asseoir ta légitimité et d'avoir des quick wins, quoi. Et même personnellement, ça te permet d'avancer et de pas imaginer avoir une montagne devant, c'est que tu vois les choses qui avancent petit à petit, et donc c'est super engageant personnellement également, quoi. Exactement.
Et dernière question, est-ce que tu as un petit contenu à mettre en avant Ouais, bah, du coup, je me suis souvenu d'un livre qu'un pote m'avait offert qui s'appelle, je sais pas s'il existe en français, mais A 100 Tricks to Appear Smart in Meetings. Et en gros, c'est un bouquin humoristique sur la Startup Nation et qui te donne des conseils pour avoir l'air intelligent, comme tu l'as compris, en réunion. Et typiquement, franchement, moi, ça me fait trop rire, quoi. T'as toujours cette personne qui à un moment va dire Let's take a step back. Et voilà, ou alors de faire des diagrammes au tableau quand quand on s'y pose une question. Enfin, et ça me fait beaucoup rire et ça permet un peu de prendre du recul et d'avoir un peu d'autodérision sur notre Startup Nation. Donc voilà, je le conseille et tu vas toujours retrouver un peu des gens dans dans ton entourage. Euh, Ça va se résonner à ça, fond, je pense, avec beaucoup de nos contextes personnels. voilà. Bah super, bah merci beaucoup, merci Domitis, c'était super intéressant. Je pense qu'on a bien balayé un spectre assez large de sujets marketing directement liés aux revenus. Je trouve ça super, super cool. Donc merci beaucoup pour la richesse de cet échange. Bah, merci pour Et avec l'invitation. grand plaisir pour rediscuter de tout ça dans d'autres contextes ou à nouveau à ce micro. Tu es toujours la bienvenue, donc n'hésite pas. Voilà. Merci Au plaisir. Benjamin. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur un prochain épisode de Revenus et Causes. Au revoir.